Les chemins que nous empruntons ont l'air assez désertés. Aujourd'hui, il y a quand même de l'occupation beaucoup plus haut. On a des personnes qui habitent. Et ces chemins sont, vous verrez, donc cette partie-là non, mais vous verrez sont caladés. Alors la pierre n'est pas mise, si vous voulez, sur la partie la plus importante, mais sur la partie elles sont positionnées comme ça, de sorte à bien être ancrées dans le sol et tenir donc au passage des charrois, des charrettes, des animaux. Et bien sûr aussi lorsqu'il pleut, lorsqu'il gèle, etc. Donc la pierre est bien enfoncée dans sa grande profondeur. Ces chemins sont caladés assez tardivement, 17e, 18e, au moment où les campagnes commencent à être extrêmement occupées, où la population va se définir. Évidemment, la population française dans l'histoire est essentiellement rurale. Aujourd'hui, vous vivez pour la plupart dans des milieux agglomérés. On va dire, pour dire des proportions rapides, vous êtes 9 personnes sur 10 à vivre dans un milieu urbain, semi-urbain, ou rurbain, on dit aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois la campagne, à la fois la ville. Et puis ensuite, il faut comparer donc avec les chiffres d'autrefois, puisque autrefois les chiffres étaient inversés. Dans l'histoire, on avait 9 personnes sur 10 qui vivaient à la campagne. Donc ces campagnes étaient extrêmement occupées. Et au plus fort de leur occupation, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, on verra qu'il y a une telle occupation que tous ces milieux sont cultivés. Vous n'avez absolument plus de forêt. C'est incroyable. D'ailleurs, quand nous regardons, alors nous avons des documents d'archives, mais ça c'est pas très facile pour le grand public, mais quand nous regardons les cartes postales du début du 19e, que voyons-nous? Nous voyons des collines complètement lithiques, c'est-à-dire de pierre. On ne voit absolument plus d'arbres, pas de végétation, si ce n'est de la végétation cultivée. Faut dire qu'aussi, au moment où on va commencer à pas mal couper la forêt, on va beaucoup utiliser le bois dans la construction. Vous avez par exemple les plafonds à la française. Donc tout est en bois. Voilà. 16e siècle, à partir de ce siècle-là. Et la forêt actuellement, elle est tellement revenue en place, elle s'est tellement réinstallée, que nous pouvons faire l'équivalence avec la forêt de l'époque gauloise. Et ici, vous savez qu'on dit toujours, quand on lit l'histoire de la France, qu'à partir de 1850 commence l'ère industrielle. Et ici, dans nos régions, nous ne sommes pas touchés par cet exode rural. L'exode rural aura lieu plus tard, à partir de 1910, évidemment. Après l'hécatombe de la guerre de 14-18, on aura beaucoup de fermes abandonnées, mais donc je vous disais que ça va commencer un petit peu avant. Et puis bien sûr à partir de 1950, où le tracteur va beaucoup transformer ces campagnes, et c'est là où ces terrasses de culture qui sont inaccessibles quasiment vont être abandonnées au profit du retour forestier. Je vais vous amener sur une échelle de 5000 ans de cela, d'accord? Donc nous sommes à l'époque néolithique et ce genre de lieux sont occupés et ces lieux d'habitation sont des abris sous roche. L'homme de la préhistoire en aucune façon a vécu dans les grottes. Les grottes étaient leur cathédrale. Leurs habitats, vous voyez, pouvaient s'organiser dans ce genre d'abris. Et à l'avant, ils mettaient des poteaux, c'est-à-dire des arbres qui taillaient avec des silex, de loin en loin. Entre ces poteaux étendaient des pots et ils occupaient donc l'intérieur de cet abri avec bien sûr un feu organisé sur l'extérieur toujours. Voilà. Donc
Vous savez, en histoire, on dit beaucoup de bêtises, il faut repréciser les choses, et l'homme de la préhistoire, en aucune façon, a habité dans des grottes. Donc, et puis c'était des gens qui étaient rustiques, et ils vivaient donc beaucoup à l'extérieur. L'abri servait quand il faisait très chaud, ou très froid, ou qu'il y avait de la pluie. Mais néanmoins, ils mangeaient toujours à l'extérieur, ils organisaient le feu à l'extérieur. Et l'époque de Charlemagne, donc l'époque carolingienne, est très particulière, puisque c'est une époque où on creuse des tombes dans le rocher. Donc on a des tombes que l'on dit rupestres. Alors on voit bien encore, vous voyez, la taille qui a été pratiquée à l'époque. C'est que, en fait, à l'époque carolingienne, c'est l'idée de creuser dans le rocher une tombe, les tombes. D'accord? C'est une époque très particulière. Voilà. Et en fait, ces tombes sont creusées près d'un édifice religieux. Et ici, nous avions dans le vallon une église que nous ne savons pas encore situer précisément. Elle existe simplement dans quelques textes. Et donc autour de cette église, il faut imaginer que toutes les plaques rocheuses ont été utilisées. Alors on en a sur cette rive, mais on en a aussi en rive droite. Et donc ces tombes se présentent comme ça. Vous avez, donc vous voyez, les gens sont relativement petits. Hélène a la tête qui est un petit peu relevée. Oui. Tu peux en témoigner? Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, en fait, ils aménageaient des espèces de petits coussins pour que la tête soit un petit peu surélevée. Maintenant, vous voyez, elle porte son portable. À l'époque carolingienne, en fait, on portait un symbole de son métier. Alors, si on était chevalier, on avait son épée. Oui, à côté, il y avait donc une enfilade de tombes qui ont été, en fait... réutilisé autrement, c'est-à-dire entre les tombes, on a donc taillé et on en a fait un bassin de retenue d'eau à l'époque moderne. Voilà. Donc en fait, vous voyez, les sites dans l'histoire, on parle beaucoup de profanation des cimetières, mais il faut savoir qu'à l'époque carolingienne, on me posait la question, monsieur, tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le niveau social des gens. Non. D'accord ? Tout le monde pouvait bénéficier d'une tombe rupestre. Si vous habitiez là, il n'y avait aucune raison que vous ne soyez pas enterré ici au pays. En sachant que régulièrement, on récupère la tombe. Au bout de quelques années, c'est comme aujourd'hui. Vous savez que les tombes sont vendues pour 30 ans ou 50 ans. Il ne faut pas penser que c'est une profanation. C'était dans les mœurs. C'était leur façon de vivre. On réutilisait. Vous avez vu qu'en bas, il y a une occupation à l'époque carolingienne. L'époque carolingienne, essayons de nous souvenir, Charlemagne se fait couronner en l'an 800. Et donc nous sommes au début du 9e siècle. Les gens vivent encore dans les vallées. Ils ne sont pas encore perchés. Vous savez que une des particularités de notre région, ce sont les villages perchés. Alors Bioux, évidemment, ce lieu d'habitation était donc un village perché qui a été abandonné parce que, comme vous pouvez le mesurer aujourd'hui, assez inaccessible. Donc au XVIIe siècle, les gens ont autorisation de se déplacer pour rejoindre le site qui est plus facile d'accès et qui est le village de Bioux, où peut-être vous vous êtes garé tout à l'heure. Bien, là donc, essayons de nous ramener au 9e siècle. Les gens vivent encore en bas, mais les vestiges de l'époque gallo-romaine commencent à tomber en quenouille. Et notamment, les fonds de vallée ne sont plus drainés. Les canaux ne fonctionnent plus, ils ont été bouchés, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans les fonds de vallée, on va avoir beaucoup d'humidité. Qui dit humidité dit moustique, et donc paludisme. Et donc les gens sont montés se percher pour des raisons sanitaires, non pour des raisons sécuritaires.
comme on nous l'a toujours dit. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première règle. Et donc, à partir ici du XIe siècle, les gens vont aménager ce beau site de hauteur que malheureusement nous définissons sous ce terme très aguicheur de fort. C'est avant tout un village où les gens vivaient. Et ça n'est qu'au XIVe siècle, donc vous saurez compter le nombre de siècles qui séparent le début de l'installation et la fortification. Ça n'est qu'au XIVe siècle que le site va être fortifié par des murs de rempart. Et pourquoi? Tout simplement, pas parce qu'il y a des guerres, pas parce qu'il y a la peste, d'accord? Tout simplement parce qu'il y a des pillards qui dévastent la région, parce que l'agriculture dans le sud-ouest est troublée, là par contre par des problèmes avec les cathares. Les paysans ne peuvent plus cultiver, ils ont faim les gens, et donc il y a des bandes armées qui se déplacent jusque dans notre région pour voler les cultures et les troupeaux. Et donc la reine qui gouverne au XIVe siècle, qui s'appelle la reine Jeanne, et qui est une femme qui est géniale, malgré tout ce qu'on nous en a dit, mais nous sommes encore dans une société très machiste. Cette femme va demander aux villageois, pour se protéger, pour conserver leur source de richesse, va leur demander de construire les remparts autour des villages. Tous les villages, tous les lieux habités qui n'ont pas les moyens de construire des remparts, elle leur demande de déménager et de s'installer dans des villes qui sont équipées. Voilà comment sont nés les remparts, et non dans un cadre de guerre, d'invasion, comme on peut toujours nous le montrer dans les films. Là-haut, il y a beaucoup de vestiges. Donc il y a une partie où se cantonnaient les gens qui étaient chargés quand même de la surveillance. Ensuite, nous aurons plus particulièrement la partie villageoise. Et ensuite, la dernière partie qui est fortifiée, donc à partir du XIVe siècle, qui est la partie qu'on peut dire forteresse, et qui abritait toute la population en cas de danger. Alors au XVIe siècle, vous savez qu'il y a eu un épisode qu'on appelle la guerre de religion, et il ne faut pas non plus imaginer que c'était la guerre à feu et à sang partout. Ici, dans le cadre des fouilles archéologiques, nous avons trouvé 3 carreaux d'arbalète. 3. D'accord? Sur tout le site qui fait plus d'1 hectare. Alors ne me dites pas, d'accord, que de partout, en Provence, il y avait le feu, les gens mouraient bêtement. Oui, il y a eu des assassinats, il y a eu des horreurs, d'accord, mais en fait cette guerre a été menée seulement sur 5 jours. Voilà. Ensuite, il y a eu quelques conflits, ça d'accord, sur le siècle, mais par exemple à Paris, pendant 1 siècle, les gens ont été inquiétés. Pas ici chez nous. Et il est très facile pour eux de descendre à l'Aiguebrun pour aller chercher avec des ânes de quoi avoir de l'eau au village quand le temps n'est pas à la pluie. Parce qu'effectivement, là-haut, on a de l'eau quand il a plu. Alors regardez derrière vous les marches et vous verrez que ces marches ont été taillées pour le pas de l'âne, justement. C'est pour ça qu'elles sont si peu hautes et qu'elles sont relativement profondes. Voilà. Et ensuite, tout le chemin que nous avons monté était caladé. Vous aviez ces pierres qui permettaient un passage plus aisé. Bien, donc voilà le modèle d'un aiguier. Donc on soupçonne encore la formation, vous voyez, de la voûte. On a encore son départ. Et ensuite, on a des escaliers qui permettaient, bien sûr, d'aller, en cas de pénurie d'eau ici, d'aller curer le fond de cet aiguier. Alors, si vous voulez bien regarder la plateforme, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des petits canaux, vous voyez, qui ont été creusés pour, bien sûr, récupérer toute l'eau qui passait sur... Donc, depuis le haut,
on a des bandes de loin en loin qui relient les éguiers pour apporter l'eau de pluie. Alors bien sûr, on est dans des périodes écologiquement qui sont parfaites. Hein. Il n'y a pas de déchets pétroliers, etc. Et donc les gens n'ont aucune crainte de consommer l'eau, même s'ils ont marché sur les plaques rocheuses, même si les animaux passent par là et laissent des excréments. Hein. Donc ici on avait un quartier où vivaient des hommes en armes. Et là, on va partir de la gauche ici, jusqu'en haut de la forteresse, nous abordons la partie villageoise. D'accord ? Donc n'imaginez pas qu'ici vit, selon le nom de ce site, fort, n'imaginez pas qu'ici il y a une garnison, c'est un village avant tout. Alors ici, donc, nous sommes vraiment dans la partie villageoise et cette partie va vous apparaître beaucoup plus claire dans la mesure où nous allons un peu plus haut après avoir passé la chapelle. Donc l'église était bien centrée au milieu de ce village. Et ici restent vous voyez, des vestiges assez intéressants. Alors, nous avons ce que nous appelons une maison citerne. Donc c'est le deuxième éguier du site. Et vous voyez, on reconnaît la partie qui retenait l'eau grâce à la chaux rose qui reste sur la partie rupestre de la maison. Alors ce que l'on s'aperçoit aussi, c'est la grandeur des gens. Alors moi je suis un petit bout de femme et vous voyez que au Moyen-Âge, on n'était donc pas très haut hein, de taille. Bien, un travail vraiment d'époque moyenâgeuse. Hein. Et donc en dessous vous avez la citerne. Et au-dessus, c'est coiffé donc par une voûte. Il y a 2 silos, et ces silos, en fait, servaient pour mettre les denrées qu'on avait donc récoltées. Il faut savoir que jusqu'à environ 19e siècle, avec les nouvelles découvertes qui arrivent notamment d'Amérique, on va pouvoir... si vous voulez avoir une nourriture plus variée, avec la tomate, la pomme de terre, etc. Mais aux époques médiévales, Renaissance, le XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, essentiellement se nourrit de céréales. Et bien sûr, dans la région, depuis l'arrivée des Romains, on a de l'olivier et de la vigne. Voilà, depuis l'arrivée des Romains. Donc à peu près depuis 125 avant Jésus-Christ, ici sur cette terre, on va cultiver l'olivier et la vigne. Avant, les Gaulois sont très forts en agriculture, donc il faut savoir qu'ils ont aussi occupé ces lieux et ils vont manger essentiellement des produits céréaliers et ensuite quelques légumes fort anciens. C'était fermé bien sûr par un couvercle de bois. Et on prenait une grande louche, d'accord, et on servait bien sûr les personnes qui étaient demandeuses de ces victuailles. Alors cette société est intéressante. Donc les seigneurs défendent, les agriculteurs et les artisans travaillent. D'accord. Et les prieurs, bien sûr, prient pour le bienfait de l'âme de chacun. Et on s'épaule comme ça, on se rend des services, c'est une société de troc. Donc il ne faut pas imaginer que ce monsieur, cette famille qui habite ici, qui détient de l'eau et des victuailles, garde ça pour lui personnellement. C'est une société de partage. Alors la société, donc c'est un village de fondation médiévale. La société à l'époque médiévale est une société chrétienne et donc chaque village possède au minimum donc un édifice religieux ici que l'on peut qualifier d'église.
Alors, quel est le style de cette église? Je vais vous donner rapidement des indices. Si vous regardez les voûtes, elles sont légèrement brisées. Et donc, nous sommes, si vous voulez, au début de l'époque gothique. Et moi, je préférais vous dire romano-gothique, puisque le gothique, évidemment, si vous comparez avec des édifices qui sont néanmoins plus anciens, mais qui sont beaucoup plus majestueux, comme la cathédrale de Paris et autres. Hein. Et évidemment, on atteint des hauteurs extraordinaires. Alors ici, pas de mégalomanie. Hein. On est sur une terre où les gens vivent de façon assez sereine et ne sont pas dans le faste. Et donc ici, on va dire romano-gothique, donc on peut dire début 13e. Voilà, ça semble sensé. Alors, vous voyez qu'il y a des parties où la pierre est taillée, donc la molasse, hein, on voit bien là ici son utilisation. Elle peut être taillée et elle peut être utilisée, vous voyez, sous forme de pierre que j'appelle moi sauvage. Donc là, vous avez de la pierre ramassée, parfois elle est simplement équarrie avec un outil à dents, hein, pour ne pas dépasser du parement. Voilà. Donc vous avez les deux modèles. Alors un édifice donc, qui est abandonné bien sûr à partir de, on va dire, de la fin du XVIIe siècle et qui va, bien sûr, faute d'entretien, la voûte va s'écrouler. Alors vous voyez, c'est une église qui est très très intéressante parce que en fait, comme beaucoup à l'origine, ces édifices romans et romano-gothique, eh bien en fait on accédait au site en descendant. Le site, si vous voulez, était situé en bas. Alors en fait il faut y voir une symbolique, vous savez, et en fait de descendre, c'est l'humilité. On va chercher la vérité près de Dieu qui se trouve là-bas dans l'abside. Alors ce mur là qui sépare la nef de l'endroit où se tenait le prêtre, et vous voyez aujourd'hui divisé. Et cette division remonte en fait à une période très récente, quand le fort, enfin on va continuer à l'appeler le fort, ou le vieux village de Bius, ce que je préfère, en fait l'église va servir d'étable, de ferme, etc. Et donc on va séparer les deux parties de l'édifice. Mais ce n'est pas ancien, hein. Ne cherchez pas une explication autre que celle-là. Mais quand nous nous posons la question combien de personnes, combien d'âmes vivaient dans ce village, en fait nous avons une solution qui est à proposer, c'est que nous nous mettons tous en rang d'oignons. Alors faites une ligne. Bien, combien sommes-nous sur la rangée? Les autres là-bas. 11, 10, on va dire. Serré quand même, hein. 10, d'accord. Et on essaye de faire la même chose dans l'autre sens. Et après on va multiplier. Et ensuite on essaye aussi de situer des gens dans ce qu'on appelle la croisée du transept, qui est l'espace entre la nef et l'abside. Et en fait nous avons à peu près la réponse. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de gens qui font la nique, hein, à la messe. Tout le monde va à la messe. Tout le monde est chrétien et tout le monde se rend à l'office au moins 2 fois par jour. Hein. Bien, nous sommes ici dans la croisée du transept. D'accord, c'est l'espace intermédiaire. Et très probablement, il faut y voir ici la famille seigneuriale et les personnes qui sont chargées de défendre les villageois. Hein. Donc plutôt les villageois, plutôt les personnes chargées de la défense du site, et puis bien sûr ici les prieurs, voilà, dans l'abside. Alors si on fait bien attention au plan de nos églises, elles sont le plus souvent ce qu'on appelle nous en croix latine. Alors qu'est-ce que la croix latine? C'est exactement mon corps. L'abside, vous voyez, est arrondie, la tête. Ici, vous voyez le cœur avec les bras du Christ en croix. Et bien sûr, là-bas, la partie basse du corps. Et ensuite, cet édifice du XIe siècle, qui se présente exactement de la même façon, mais qui est plus petit, avec l'abside.
la croisée du transept et la nef où nous allons aller. Bien, alors ici, l'édifice a gardé sa voûte et là on est typiquement dans l'âge roman. Donc un demi-cercle parfait. Alors que vous avez vu, les voûtes à côté sont légèrement brisées, ce qui nous ramène vers l'époque gothique. Alors il y a beaucoup dans les fantasmes des gens qu'il y a des tunnels entre les châteaux et les abbayes pour pouvoir faire des petits échanges comme ça. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ou alors, bon, après, on a beaucoup de bêtises aussi. Vous savez, l'huile chaude qu'on lance sur les assaillants, le feu à l'époque préhistorique que l'on domestique grâce à taper deux silex l'un contre l'autre. Non, alors notre géologue pourra vous dire que deux matériaux froids ne donnent pas de feu. Alors je peux vous mettre tranquillement en plein été avec deux silex dans la forêt, puis vous restez là, je viens vous chercher quand vous aurez mis le feu à la forêt. Voilà, vous y resterez tout l'été, venez avec un bel équipement parce que vous serez mal. Bon, il faut savoir quand même que les sites ont toujours été historiques, abandonnés comme celui-ci, ont toujours été transformés. Je vous disais qu'à côté, l'église du XIIIe siècle est devenue une étable, etc. Et ici, on y a conservé en fait des liquides. Donc dans la voûte, on a aménagé des trous qui permettaient de faire passer le liquide, en sachant qu'on avait fermé toutes les ouvertures, voilà. Alors, c'est des réutilisations, comme la tombe carolingienne. Tous les sites, en fait, aménagés permettent des utilisations qui correspondent à l'époque. Voilà. Le début du XIIIe siècle sont des périodes très fastes. En histoire, nous les appelons la révolution médiévale, quand même. Donc, une révolution, c'est une révolution démographique, en premier lieu. Et cette révolution démographique mène forcément à une révolution matérielle et donc à un développement du bâti. Tout va de pair. Mais ces édifices romans que l'on peut admirer dans notre région et dans bien d'autres sont nés à une période très faste. Il ne faut pas voir le Moyen-Âge comme une période obscurantiste. Enlevez-vous ça de la tête, c'est terrible. Mais c'est au contraire une période de 1000 ans de société qui est très intéressante. Mais je voudrais aussi vous parler de la démocratie. On pense toujours que les seigneurs avaient droit de vie et mort, tel qu'on nous l'a appris dans les manuels d'histoire. Et il faut encore l'écrire au crayon papier puis l'effacer vite à la gomme. Ici, vous avez ce qu'on appelle une mairie, une maison commune donc. Et ici, tous les représentants qui étaient élus pour un an de la société siégeaient ici et décidaient pour l'entièreté du village toutes les choses importantes à prendre pour l'année. Et il y avait autant des représentants de la famille seigneuriale que des artisans, que les paysans et les prieurs. Donc on siégeait ici et toutes les années, on élisait les représentants et il y avait bien sûr un meneur que l'on peut appeler un bel, qui correspondrait au maire actuel. Et ces communautés démocratiques existent dans notre région et de façon très, si vous voulez, certaine, bien qu'on le sait qu'elles étaient encore plus anciennes, ces sociétés. Mais les premiers documents nous sont apparus à Saint-Martin-de-Castillon et au XIIIe siècle, où là on voit un document d'archives qui nous présente effectivement la liste des personnes élues, etc. Mais ça existait de partout dans notre région. Voilà. Donc nous ne faisions pas partie de la France. Nous étions à cette époque un royaume, nous faisions partie d'un royaume à part, et qui s'appelait le royaume de Provence-Naples, ou Naples-Provence. C'est là où on mesure combien cette société du Moyen-Âge est une société qui est solidaire.
Alors organisés soit, depuis la préhistoire les gens sont, faut pas prendre les gens de l'histoire pour des demeurés, d'accord. Au niveau matériel, etc., ils ont suivi leur époque, ils ont taillé des outils, ils ont fabriqué des outils, ils ont toujours été à la mesure de leur survie. Les cultures des paysans étaient stockées là pour les villageois, d'accord. Ici donc nous sommes sur précisément le moulin à huile et vous voyez là ce rocher là derrière nous a été taillé et nous appelons ça des chapelles. Alors si vous faites bien attention, vous avez un trou et dans ce trou il y avait donc un axe qui permettait bien sûr de tourner, on appelle ça un moulin à sang. C'est-à-dire qu'il tournait avec la force, non pas d'un animal parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais de 3 personnes. Parce qu'on a 3 chapelles, 1, 2 et la 3e est là au milieu. D'accord ? Dessous, vous aviez les escourtins, ce qu'on appelle, avec la meule. Et donc, il y avait donc 2 meules. Et donc, quand on tournait, ça écrasait les olives qui étaient entre les 2 meules. Qu'on récupérait, bien sûr, avec des récipients en dessous de la meule. C'est pas un moulin seigneurial, c'est un moulin communal. Là aussi, il faut encore changer nos fusils d'épaule. Ces aménagements, dans la plupart des villages de notre région, sont des aménagements qui appartiennent à la communauté. Au-dessus de nous, vous avez donc la partie forteresse où tous les villageois se repliaient en cas de souci. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Mais par contre, vous voyez, ils avaient pris la précaution. Donc c'est un site qui est quand même extraordinairement aménagé, puisque vous n'avez pas ici des meurtrières, mais vous avez des arbalétrières. Et quand nous aurons franchi la partie fossé, fossé à sec, vous voyez qu'en Provence, nous n'avons pas de douve. Nous avons quelques exemplaires, Tarascon, la Tour d'Aigue, pour parler du Luberon. À part ces quelques exemples, vous voyez des murs qui sont édifiés de l'autre côté d'un fossé à sec. Donc ces arbalétrières, donc observez bien à l'intérieur, c'est un travail magnifique. Donc imaginez un mur avec cette enfilade d'arbalètes, de trières, et ensuite donc un fossé à sec, franchi avec un pont-levis, d'accord, et qui permet derrière d'accéder au quartier où se tenait le seigneur. On est donc la maison du seigneur, de la seigneuresse aussi, n'oublions pas le féminin. Cette maison n'a rien d'un château. Il faut vous enlever de la tête qu'au Moyen-Âge, les seigneurs vivent dans une opulence extraordinaire. Alors, je crois que ces images qu'on nous montre de l'époque Louis XIVienne n'est pas très bonne pour nous refixer les choses. Vous voyez, le seigneur a une maison qui est peu développée, assez petite, assez modeste. Pour le moment, on n'a pas de trace d'une cheminée à l'intérieur. Par contre, vous voyez, il y a des annexes autour qui ont été mis au jour il n'y a pas tellement longtemps. Et cette porte, vous voyez qu'elle est moins travaillée que la maison commune. On apporte moins de soins à construire cette maison, qu'à construire la maison de tous. Ici, nous sommes au dernier étage de ce site perché, qui était en fait le donjon. Alors le donjon n'était pas l'habitat du seigneur, vous avez vu sa maison un peu plus bas. Le donjon est un site de repli pour tous les villageois en cas de souci. Voilà. Alors le donjon a la particularité de ne pas avoir d'ouverture au rez-de-chaussée. Son ouverture est au premier étage. On se hissait dans le donjon grâce à une échelle que l'on pouvait rétracter à l'intérieur du donjon s'il y avait danger. On voit encore des particularités, vous voyez le rocher a été taillé. C'est une cuvette en fait qui ici on bouchonne
Le bas va permettre d'avoir une petite réserve d'eau, premièrement. Deuxièmement, vous voyez que le site est très pentu et qu'en cas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous glissez, vous tombez. Donc en fait, ils avaient pris la précaution, vous voyez, d'entailler de loin en loin ce rocher et de faire en sorte que le trop-plein s'écoule dans la falaise plutôt qu'inonde cette partie qui était quand même stratégique. Il ne fallait pas glisser si on avait à faire une surveillance importante, si on devait courir, si on devait voilà, vouloir s'échapper. Bien. Sachez que les habitants ici n'ont donc jamais été inquiétés. Hein. Voilà.